je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Vous nous l'avez demandé, nous avons le plaisir de vous apprendre que désormais, nos émissions, toutes nos émissions, sont disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, en français, en anglais et en créole. Nous sommes conscients que l'émission Lumière sur le monde est devenue une véritable plateforme familiale autour de laquelle des parents et des enfants se réunissent pour s'informer de ce qui se fait en Haïti, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Pour vous faciliter la vie, nos émissions sont désormais disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, français, créole et anglais. Nous progressons avec vous, nous marchons avec vous, de manière à relever nos communautés et nos peuples. Nouveau, toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en français, en anglais et en créole. Bonjour le monde, bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Comment allez-vous les amis? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'espère aussi que vous allez nous consacrer la prochaine heure à l'analyse de l'actualité, mon Dieu, politico-sociale haïtienne. Bon. Vous avez remarqué le titre de l'émission, Haïti à la croisée des chemins. Et nous sommes en direct, nous sommes live, comme on dit dans le métier. Eh bien, ce matin, nous allons nous parler à cœur ouvert. Nous allons le faire avec sérénité. Nous allons tenter de brosser le portrait global de notre pays. Quand je dis pays, j'entends non seulement la superficie, nos 27 000 kilomètres carrés, mais j'entends aussi brosser le portrait global de notre population. Évidemment, quand je dis population, je ne réfère pas ici seulement à ceux qui vivent à l'intérieur du pays, je réfère aussi et bien sûr à ceux qui vivent à l'extérieur d'Haïti, en sorte que, quand on dit population haïtienne, désormais, il faut compter non seulement ceux qui vivent à l'intérieur du pays, mais également à l'extérieur du pays. Donc, nous allons essayer de brosser le portrait, selon le titre « Haïti à la croisée des chemins ». Nous sommes vraiment dans un moment critique de notre histoire de peuple.
Mais vous me direz, ah, mais c'est pas la première fois qu'Haïti est confronté à ce genre de crise à bien des égards. Haïti semble être une histoire de succession de crises que nous n'arrivons pas à résoudre, de crises pour la solution desquelles nous regardons aux pays étrangers, dits pays amis, des crises pour la solution desquelles nous regardons vers le ciel, soit pour prier Jésus, soit pour prier, je ne sais pas moi, les lois. Alors que, rendez-moi fou ou sage, quand il faut résoudre un problème humain, eh bien, ce sont les humains qui interviennent. Alors, nous allons nous parler à cœur ouvert. Nous sommes rendus à ce carrefour où ceux qui ont la capacité de le faire, ceux qui ont les moyens de le faire, doivent se regarder en face et se dire toute la vérité, car en vérité, on ne peut plus aller plus bas. J'ai l'impression, et c'est vraiment la première fois que je vais le dire, en plus de 200 ans d'histoire, nous avons atteint l'abîme. Là où nous sommes rendus, j'ai l'impression qu'on ne peut pas aller plus bas. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est aussi la question à laquelle nous allons essayer de répondre. Eh bien, nous sommes en direct. Je vous demande un léger service. Partagez ce live dans vos réseaux. Faites en sorte qu'il y ait le plus grand nombre d'hommes et de femmes qui nous écoutent. Et bien sûr, nous allons parler d'Haïti. Vous connaissez le rituel à ce stade-ci. Offrez-vous plus que jamais un bon café chaud, un bon chocolat chaud, bref, tout ce qui est de nature à nous garder éveillés, car aujourd'hui encore, nous allons nous dire les vraies affaires. Restez là, je vous reviens après la pause que voici. À tout à l'heure, les amis. Eh bien oui, avant la pause, nous nous étions promis de brosser le portrait global de notre pays. Nous nous étions promis de poser un diagnostic, ma foi, cru sur l'état de notre population, l'état de notre pays, et tenter, à partir du diagnostic, de voir ce que nous pouvons faire pour nous en sortir. Tenez, puisque nous avons un pays avec des dirigeants, je vous lance une question en théorie simple. C'est quand la dernière fois y a-t-il eu des élections en Haïti? Nos dernières élections. Nos dernières élections qui nous ont valu d'avoir des élus, que ce soit à l'Assemblée législative, donc au Sénat et à la Chambre des députés. Les élections qui nous ont valu d'avoir un président. Et je ne parle pas seulement ici des élus au niveau
du pouvoir législatif, je parle aussi au niveau des élus communautaires, c'est-à-dire ceux qui doivent gérer le plus près possible de la population. Pour les plus avisés, ils vont tout de suite se rappeler que les dernières élections remontent précisément à 10 ans. 10 ans déjà. C'est-à-dire, depuis que Privert avait organisé, enfin le président Privert, pour demeurer respectueux, avait organisé des élections qui ont porté au pouvoir Jovenel Moïse, il n'y a jamais eu d'élection dans ce pays. Vous savez ce que ça veut dire? Ce que ça veut dire, c'est que ceux qui sont à la tête de ce pays ont tout simplement usurpé le pouvoir du point de vue démocratique. Vous êtes en train de me dire, puisqu'il n'y a pas eu d'élection depuis 10 ans, cela veut dire que ceux qui sont au pays depuis 10 ans, c'est-à-dire Ariel qui aura passé 3 ou 4 ans, le CPT, donc ces hommes et des femmes qui ont vanté leurs compétences, qui ont vanté leurs mérites pendant tout le mandat de Jovenel Moïse et qui ont eu l'opportunité de faire quelque chose, mais sans rien faire pendant 2 ans. Et cela veut dire que Alix Didier Fils-Aimé lui-même et tout ce cortège de ministres et d'employés de l'État, cela veut dire que pendant ces 10 dernières années, ces gens-là n'avaient pas de compte à nous rendre. Pensez-y là, pensez-y. Vous avez des gens qui vous ont dirigé pendant ces 10 dernières années, mais qui n'avaient pas de compte à vous rendre. Parce que ce n'est pas vous qui les avez votés, ce n'est pas vous qui les avez nommés, ce n'est pas vous qui les avez placés là. Vous vous êtes réveillé un mercredi matin, vous avez appris la nouvelle de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Même s'il n'était pas l'élu de tout le monde, le fait est qu'il était le président du pays. Vous vous réveillez un mercredi matin et vous avez appris que dans la nuit du mardi au mercredi, 7 juillet de mémoire, le président d'Haïti a été assassiné dans sa chambre à coucher en son domicile privé, qui aurait dû être l'endroit le plus sécurisé d'Haïti. Vous avez appris que le président, c'est-à-dire l'haïtien, qui aurait dû être l'haïtien, l'homme le mieux protégé, il venait d'être abattu, mon Dieu, criblé de balles comme une poule. Mais vous notez que depuis ces 5 dernières années, l'État haïtien ne vous a jamais fourni d'explication. Tout ce à quoi nous assistons, c'est une espèce de boléro, très mal chorégraphié, n'est-ce pas, de menteurs et de menteuses, en sorte que, comme pour se donner bonne conscience, c'est aux États-Unis d'Amérique qu'ont eu lieu 2 ou 3 procès à la suite desquels, sans que nous n'ayons rien à y voir, nous, les Haïtiens, 2 ou 3 procès à la suite desquels, eh bien, les États-Unis condamnent à perpétuité ou bien à plusieurs années des gens qui ont été reconnus coupables d'avoir fomenté un complot, d'avoir comploté sur l'assassinat d'un président étranger, mais sur le territoire américain. Au fait, c'est pour cela que les États-Unis se sont donné la légitimité de juger ces gens-là, parce qu'ils disent ils ont comploté chez nous. Bon. Mais les véritables questions restent entières. On n'a pas de réponse satisfaisante à l'assassinat du président Jovenel Moïse. Il me semble que quand il y a ce genre de procès, la véritable question à laquelle on veut répondre, mais c'est qui a tué le président? Bien sûr qu'il y a des complices. Pour un assassinat de si haute envergure, il y a des complices internationaux, on le voit dans ces procès, pour ainsi dire, qui ont été déroulés aux États-Unis. Il y a des complices colombiens, des complices américains, il y a des complices haïtiens, bien sûr.
Un tel crime ne se fait pas sans complicité. Un tel crime ne se fait pas sans aveuglement volontaire. Un tel crime ne se commet pas sans silence. Mais bien sûr, mais la question demeure, mais qui a tué le président? Nous avons l'impression qu'il y a des témoins que l'on protège. Nous avons l'impression qu'il y a des acteurs qui sont bien protégés. Et on balance les petits poissons, question de nous dire, détournez le regard, circulez, il n'y a plus rien à faire. Mais entre-temps, le théâtre même du crime, Haïti, la chambre à coucher du président, ce théâtre-là, l'État haïtien, ne nous dit pas grand-chose. Vous avez des semblants de procès, vous avez, j'en ai parlé, un boléro de menteurs. On n'est pas sûr que les juges veuillent eux-mêmes trouver la vérité. Donc, les acteurs sont protégés, en sorte que, après 5 ans, la question essentielle demeure, mais qui a tué le président? Bon. Le président ayant malheureusement été assassiné, on devrait tirer les leçons qui s'imposent pour que ça n'arrive plus jamais. Mais au fait, depuis l'assassinat du président, la situation du peuple haïtien ne s'est pas améliorée en matière de sécurité. Vous vous souvenez de ce scandale de l'aveu de la ministre de la Justice et de la Sécurité haïtienne, Emily Prophète, qui était payée à ne rien faire comme tous les ministres haïtiens, qui est allée avouer candidement sur un plateau de télévision étrangère que les zones qui sont contrôlées par les bandits, par les gangsters, par les assassins, sont malheureusement, et c'était sa formule qui nous a avec raison indignés, c'était sa formule qui nous a avec raison scandalisés. Elle est allée dire sur un plateau de télévision française, ce sont désormais des territoires perdus. Autant dire que ces quartiers qui sont toujours contrôlés par, n'est-ce pas, les bandits, les gangsters, ce sont des enclaves au sein du territoire haïtien. Or, tous ceux qui ont étudié l'État, peu importe la grille de lecture à partir de laquelle vous l'avez étudié, que vous l'ayez étudié à partir de la grille des sciences politiques, que vous l'ayez étudié à partir de la grille des sciences juridiques ou, ma foi, des sciences humaines ou sciences sociales qui sont aussi nombreuses que les scientifiques eux-mêmes, eh bien, l'État est l'État précisément parce qu'il a les moyens de la violence légitime. L'État est l'État parce qu'il se dit, c'est moi qui ai les moyens de punir ceux qui méritent d'être punis et je peux accorder la sécurité à ma population, c'est-à-dire sur un certain territoire. Donc, dès lors que la violence légitime, la violence échappe au contrôle de l'État, eh bien, il faut commencer à se poser la question de l'efficacité de l'État. Et donc, lorsque Emily Prophète, alors ministre de la Justice et de la Sécurité publique, des titres ronflants qui ne veulent rien dire. Donc, c'est aussi une façon de se payer pour de la sinécure. Lorsqu'elle est allée dire qu'il n'y a pas moyen pour l'État de récupérer ces zones-là parce que ce sont des territoires perdus, on était scandalisés, mais on s'attendait à ce que depuis ce temps-là, bon Dieu, 6 ans ou à peu près, on s'attendait à ce que l'État se donne les moyens de récupérer ces territoires-là. Mais au contraire, on en a perdu. D'Ariel Henry au CPT diverses formules avec divers premiers ministres, on a perdu des territoires. En sorte que, non seulement au cours de ces dernières années avons-nous perdu un président, mais nous avons perdu des territoires qui vont de plus en plus aux mains des gangsters, de plus en plus aux mains des terroristes, puisque les États-Unis, l'ONU, le Canada considèrent ces assassins-là comme des terroristes. Mais combien de conseillers à la sécurité publique n'avons-nous eu? Combien de secrétaires à la sécurité publique n'avons-nous eu? Combien de premiers ministres n'avons-nous eu? Combien de gouvernements n'avons-nous connus?
ils ont un point commun. Ils se font payer à ne rien faire. Entre-temps, le nombre de kidnappings ne cesse d'augmenter. Entre-temps, le nombre de déplacés, des gens qui perdent leur maison, des gens qui perdent leur résidence, des gens qui perdent leur domicile, eh bien, ce nombre-là ne cesse d'augmenter. Et vous avez des ministres, vous avez des chefs de gouvernement, vous avez des conseillers qui sont payés à ne rien faire. Et comme si tout cela ne suffisait pas, mais nous sommes un peuple asphyxié. Jusque-là, tant bien que mal, nous avions eu un aéroport international. Moi, je me souviens comme si c'était d'hier du prétexte que on s'est servi pour fermer l'aéroport international d'Haïti. 2 ou 3 bandits sont allés sur le territoire, sur la superficie de l'aéroport. Ils auraient tiré sur un avion. Au fait, personne n'a vu cet avion, ce fameux avion sur lequel les assassins sont censés avoir ouvert le feu. Personne ne l'a vu, mais on nous dit que des bandits auraient ouvert le feu sur un avion commercial et il n'a fallu que de cela pour que chaque pays, les États-Unis, le Canada, la France, enfin, se passe le mot aux compagnies privées, écoutez, ne vous rendez plus là. Entre-temps, vous réalisez que c'est vous, la population, qui n'arrivez pas à quitter le pays. C'est vous, la population, qui n'arrivez pas à y entrer. Mais quand les ministres veulent voyager, quand les présidents, puisqu'on a eu 9 présidents au temps du CPT, ont voulu laisser le pays pour aller au Vatican. Quand le premier ministre Alix Didier Fils-Aimé veut laisser le pays, il laisse le pays. Il laisse le pays. Et donc, c'est normal qu'il ne s'inquiète pas de la fermeture de l'aéroport international parce que lui, il peut quitter. Il quitte, écoutez-moi bien, il le fait aux frais de la République. C'est-à-dire, il le fait avec votre argent. Non seulement se fait-il payer ces voyages-là avec votre argent, il se fait payer pour rien, il ne vous fournit pas les moyens d'avoir un aéroport, mais en plus, lui, il se déplace à grands frais. J'étais tellement indigné de voir Alix Didier Fils-Aimé se rendre au Vatican avec toute sa famille, aux frais de la République. Madame vêtue de noir, portant le voile signe de révérence et de respect devant le Saint-Père. Saint-Père, suivez mon regard. Pourquoi Alix Didier Fils-Aimé s'est-il rendu au Vatican? Mais tiens, pour demander au pape de prier pour notre équipe de football. Il est allé avec un maillot de notre équipe de football. Pourquoi le fait-il? Mais pour imiter son prédécesseur, Leslie Voltaire, qui lui aussi était allé au Vatican, mais lui, il n'était pas allé au Vatican pour demander la bénédiction du pape pour notre équipe de football. Il était allé au Vatican, pourquoi? Pour demander au pape de prier afin de résoudre notre problème de sécurité. Et il le fait à coup d'arguments, ma foi, historiques, j'allais dire, à coup d'arguments superstitieux. Il nous rappelle que la population haïtienne était atteinte de l'épidémie de la petite variole. Et c'est l'Église qui avait prié, comme par hasard, à la suite de cette campagne de prière, eh bien, la petite variole a disparu. Donc lui, il a refait le voyage jusqu'au Vatican pour demander au pape de prier pour nous. La vérité, c'est que Leslie Voltaire a probablement jeté un mauvais sort sur le pape, car quelques semaines après sa visite, mais le pape est mort. Trouvez l'erreur. Entre-temps, l'aéroport international est utilisé à d'autres fins. Un certain Éric Prince, un ancien
militaire de la SEAL, de la Navy SEALs, donc un ancien militaire des forces spécialisées de l'armée américaine, partisan, bon Dieu, aveugle de Donald Trump, qui avait dit que Donald Trump devrait coloniser, comme au bon vieux temps, tous les pays de l'Amérique parce qu'il n'arrive pas à se diriger. Il a pris l'exemple. Il a pris l'exemple d'Haïti. Il a nommément cité Haïti en disant, imaginez un pays dont le président se fait assassiner dans sa propre chambre à coucher. Et il dit, les États-Unis devraient recommencer à coloniser tous ces pays. Comme par hasard, le CPT et Alix Didier Fils-Aimé, celui même qui est Premier ministre aujourd'hui, a signé un contrat avec l'homme qui venait de déclarer devant la télévision que les États-Unis devraient contrôler tous ces pays-là. Donc, désormais, c'est Éric Prince qui vous fournit à vous la sécurité. C'est lui qui aide Haïti à recueillir les taxes et impôts à même des douanes. Bilan de la question sécuritaire depuis ces 10 ans. Bilan de la question sécuritaire depuis que Éric Prince reçoit des millions de dollars des fonds publics haïtiens. Bilan, zéro. Est-ce que Éric Prince a jamais offert une conférence de presse dans laquelle il dit « Mais voici ce que nous sommes en train de faire ». Est-ce que Éric Prince a déjà répondu aux questions de la population haïtienne? Jamais. Entre-temps, tous les chefs de gang restent à leur poste. Tous les chefs de gang restent à leur poste, les amis. Ils continuent d'être approvisionnés en armes. Ils continuent d'être approvisionnés en munitions. Ils ne sont pas du tout inquiétés dans leur fief. Et Éric Prince gagne de l'argent. Mario André Sol, ministre de la Défense, qui montre ses beaux costards. J'ai l'impression que celui-là, il n'accepte le poste que pour montrer qu'il porte de beaux costards, lunettes de soleil aux yeux. Mon Dieu, il est tellement fier. Wow, on dirait un pan. Quel est le bilan de la sécurité? Zéro comme dans zéro. Les kidnappings augmentent. On perd plus de territoire dans l'agglomération de Port-au-Prince. Les gens qui ont été déplacés parce que leur maison a été saisie par les bandits ne peuvent toujours pas y retourner. Et comme si ce théâtre burlesque, ce théâtre de mauvais goût n'était pas assez dégueulasse, comme si ce spectacle n'était pas assez nauséabond, on nous parle d'élection. Et vous voyez, je suis encore au pays là, je ne parle même pas encore de cette tragédie qu'est la fin du TPS pour les Haïtiens vivant aux États-Unis. C'est une tragédie là, on va pas se mettre la tête dans le sable et jouer à l'autruche, c'est la plus grosse tragédie depuis le tremblement de terre, on va pas se mentir, c'est 350 000 personnes. Hein? C'est presque un demi-million de personnes qui risquent du jour au lendemain d'être déportées en Haïti. Et comme si ce spectacle n'était pas suffisamment nauséabond, comme s'il n'était pas suffisamment dégueulasse, on nous parle d'élection. Poursuivons avec le portrait. Il est important, les amis, de se regarder en face et de se dire toutes les vérités, et de regarder l'état du pays et d'arrêter d'avoir de faux espoirs. Les amis, les mêmes causes dans les mêmes circonstances produisent les mêmes effets. On ne peut pas continuer d'accumuler les mêmes causes dans de pires circonstances et espérer obtenir de meilleurs résultats. C'est précisément ce qu'on appelle l'idiotie ou l'imbécilité. On prend une pause ici, les amis, je vous reviens, c'est promis. On continue, hein, même après la pause, le portrait, et on se demandera à la fin, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Avons-nous fait le tour des solutions possibles, ou bien n'avons-nous jamais commencé à envisager les vraies solutions?
À tout à l'heure, les amis. Nouveau, bonne nouvelle, toutes les émissions Lumière sur le monde se trouvent désormais en mode podcast. Cela veut dire que vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations tandis que vous nous écoutez, où que vous soyez, dans votre voiture, à l'épicerie, au travail, en faisant vos courses ou à la maison. Toutes les émissions Lumière sur le monde en français et en créole sont en mode podcast. Vous les trouverez sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Index, Google Podcast, Amazon Music, Stitcher et les autres. Nous sommes partout en mode podcast. Il n'en tient qu'à vous. Nouveau, bonne nouvelle, Lumière sur le monde est en podcast. Alors, avant la pause, on s'était posé la question des élections. C'est moi qui ai commencé l'émission en vous posant cette question simple. Depuis quand n'avons-nous pas eu d'élus? Depuis quand n'avons-nous pas eu de dirigeants que nous avons nous-mêmes placés? Je vous entends lorsque vous dites, mais de toute manière, les élections en Haïti sont toujours des sélections. Les gens qui se retrouvent au pouvoir ne sont jamais véritablement d'élus. Du moins, ce sont des élections entachées de fraude. Ce sont des élections marquées du sceau de la corruption, auquel cas les élus ne sont-ils jamais tout à fait légitimes, mais vous avez quand même fait l'effort de sortir vers les bureaux de vote pour vous donner des dirigeants. Que les chiffres ne soient pas bons, on s'entend, mais au moins, on peut faire semblant en disant, mais ces gens-là ont été placés là parce qu'il y a eu des électeurs. Bon, comme le dit l'autre, dès qu'il y a électeurs, il y a élection. Mais il y a un minimum quand on veut des élections. Ce minimum, c'est l'accessibilité des bureaux de vote. Comment peut-on envisager des élections quand l'agglomération de Port-au-Prince, on dit 85% de l'agglomération de Port-au-Prince est aux mains des élus? Est-ce qu'on va déplacer ces gens-là une fois de plus pour leur demander d'aller voter au Cap? Donc, vous voyez, le spectacle, il est tragique-comique. Il est tragique parce que c'est des gens qui perdent leur maison, c'est des gens qui sont kidnappés. C'est une population qui est asphyxiée, pas vrai? Parce que l'aéroport de Port-au-Prince est fermé. Mais vous notez que ce qui est crise pour vous et moi,
est opportunité immense pour d'autres qui dessert les voyageurs haïtiens aujourd'hui, la ligne Sunrise, pour des prix de fou. Pour des prix de fou, les amis. Mais dans des conditions exécrables. On vole vos mallettes, vous avez entendu ces artistes-là, parce que quand c'est des artistes qui parlent, précisément parce que les artistes disposent d'un capital de sympathie, tout le monde les entend, on vole vos choses, personne ne rend compte. Vous payez des prix fous pour un vol qui fait à peine 1 heure depuis Miami vers le Cap. La vérité, c'est que les infrastructures du petit aéroport du Cap Haïtien n'ont pas été conçues pour recevoir autant de voyageurs, autant de, bon Dieu, autant de personnes. Et, entre-temps, qui continue de vous imposer des billets à prix de fou? La Sunrise. Juste par hasard, posez-vous la question, à qui appartient cette ligne aérienne? Et vous allez voir des liens de proximité entre ceux qui sont au pouvoir. Alix Didier Fils-Aimé, pour ne pas le nommer, et les propriétaires de la Sunrise. Autant dire, les mêmes gens, le même petit groupe, n'arrête pas de marcher dans votre sang. Ce même petit groupe n'arrête pas de vous cracher au visage et de s'enrichir à même les fonds publics, mais sans se préoccuper de vous fournir des services. Vous vous demandez où trouver mes livres? Simple, sur mon site, prioritairement, www.jeanfilsaimé.com. Vous avez accès à tout ce que j'ai écrit. Où que vous vous trouviez dans le monde, nous livrons partout où c'est possible. Vous pouvez aussi avoir accès à mes livres par Amazon.ca. C'est un excellent cadeau à se faire ou à faire aux autres. Servez-vous-en. Je connais une famille qui s'est rendue en Haïti dernièrement. Ça leur a coûté, ils étaient 3, ça leur a coûté $2000 à chacun. Moi, pour aller en Europe, il ne m'en coûte pas autant. Pour aller en Afrique, il ne m'en coûte pas autant. Imaginez là. Vous êtes à environ 1 heure de vol de la Floride vers le Cap et on vous charge à vous $2000. Et ça, c'est sans compter les brimades, sans compter les péripéties là. C'est le cas de le dire, péripéties. Imaginez quelqu'un qui part de Port-au-Prince jusqu'au Cap, qui part du Cap jusqu'à Miami, parfois ça lui coûte jusqu'à $3000 américains. Ça va dans la poche de qui? Dans la poche des actionnaires de Sunrise. Et quand on regarde de près les liens qui existent entre les propriétaires de Sunrise et Alix Didier Fils-Aimé, mais on se dit, eh bien, ce monopole-là est là pour longtemps. Personne ne fournit de véritables services dans ce pays. Et donc là, nous sommes encore dans le portrait du pays. Pas de sécurité, pas de service public. L'État haïtien ne se soucie même pas de permettre à sa population de circuler librement, ce qui est un droit fondamental, hein? Le droit de se déplacer, le droit de la circulation. L'État ne te fournit même pas ce service, et puis on te parle d'élections. Mais de l'autre côté, vous pourriez toujours me dire, mais Jean Fils-Aimé, vous avez commencé l'émission en nous rappelant qu'il n'y a pas eu d'élection depuis 10 ans. Il faut bien qu'il y en ait à un moment donné, parce que plus on attend, plus on aura des dirigeants qui ne nous doivent aucun compte, parce que ce n'est pas nous qui les avons placés là. Donc, nous sommes comme réduits à choisir entre la peste et le choléra. La peste étant
d'avoir des dirigeants que nous n'avons pas placés, des dirigeants qui sont payés à ne rien faire et qui en plus ne nous rendent pas compte, et le choléra, d'organiser des élections au risque d'assister à un autre massacre. Moi, j'étais jeune, finissant mes études secondaires classiques en Haïti lorsqu'il y a eu ce massacre de la ruelle Vaillant, là. Pour la première fois depuis 30 ans, le peuple haïtien prenait les rues avec un bulletin en main, fier de choisir enfin ses dirigeants. Et là, sur la rue El-Vaillant, des gens, des miliciens, liés de près ou de loin à la défunte armée d'Haïti, des miliciens sont venus ouvrir le feu sur la rue El-Vaillant et ont ensanglanté ce premier exercice électoral depuis 30 ans. Est-ce qu'on veut nous reconduire à cela pour justifier, écoutez-moi bien, pour justifier une autre occupation, cette fois-ci à visière levée, pour dire, écoutez, ce pays-là est une nuisance publique. Ces gens-là ne sont pas en mesure de se diriger, nous devons les contrôler. Je vous rappelle presque à chaque dimanche ma formation d'historien. Quand je relis ce que je fais ces jours-ci, quand je relis les circonstances qui ont amené les Américains à nous envahir, à nous occuper pendant 19 ans, tous les ingrédients sont là. D'ailleurs, j'aime à rappeler que les Américains sont arrivés en Haïti en juillet 1915 vers 5 heures de l'après-midi. Seulement quelques heures après l'assassinat du président Villebrun-Guillaume Sam à 10 heures le matin. Regardez, hein. Le président Guillaume Sam a été assassiné à 10 heures le matin selon les notes de la chancellerie française, donc notes officielles du chef de la mission diplomatique de la France à Port-au-Prince. À 10 heures du matin, le président Guillaume Sam est assassiné. 7 heures plus tard, à 5 heures de l'après-midi, 2000 Marines américains étaient déjà dans la douane de Port-au-Prince en train d'occuper Haïti. En seulement 7 heures. Qu'est-ce que ça dit à nous les historiens? Qu'est-ce que ça dit à nous les analystes? C'est que c'était un assassinat, c'était un autre trouble, c'était une autre révolution, c'est les mots que les politiciens employaient improprement, c'était une révolution parfaitement chorégraphiée en vue de justifier l'occupation américaine. Maintenant, regardons les éléments. Chaque jour, nous perdons un peu plus le contrôle d'un pan du territoire haïtien. Ça a commencé avec 60% de l'agglomération de Port-au-Prince. Avant, on disait 40%. Aujourd'hui, c'est plus de 85%. Mais à chaque gouvernement qui arrive, on fait un recul, on fait un pas en arrière. Donc, au niveau du contrôle de la sécurité, on le perd de plus en plus. On perd le contrôle de notre aéroport international. Qu'est-ce qui s'y fait? Personne ne sait, personne ne fournit d'explication. Au niveau sécuritaire, tous les jours, les nombres de kidnappings augmentent. On parle d'élections. On va probablement, hélas, je le dis hélas, hein, et je déteste avoir raison en ces circonstances, on va probablement nous conduire à des élections qui vont être malheureusement soldées dans le sang, et là, quelques heures plus tard, l'armée américaine va être physiquement présente en Haïti en disant que nous sommes devenus une nuisance publique, nous sommes incapables de nous diriger. Au fait, c'est pas d'aujourd'hui qu'Haïti est une nuisance publique, Haïti est incapable de se diriger. Ce langage-là ne date pas d'aujourd'hui, je vous l'ai dit. Seulement 2 ans après notre indépendance,
les élus américains disaient, écoutez, c'est un véritable chaos là-bas, il faut annexer ce pays. Dans les 3 ans qui ont précédé l'occupation américaine, mais les États-Unis n'arrêtaient pas de dire aux divers gouvernements haïtiens, des gouvernements éphémères, vous n'êtes pas en mesure de contrôler l'influence européenne, vous devez de l'argent aux Allemands, vous devez de l'argent aux Français, et selon la doctrine Monroe, nous ne pouvons pas laisser votre économie de pays souverain aux mains de pays étrangers d'Europe. Soit que vous nous laissiez contrôler vos douanes, ce que nos dirigeants accordent à Éric Prince, soit que nous allons vous occuper. Le président Antoine Simon, le président Nord-Alexis, entre autres, se sont opposés à ces demandes répétées des Américains et on a attendu, que dis-je, on a programmé l'assassinat du président Guillaume Sam pour justifier une occupation. On parle d'élection. On oublie très rapidement ce qui s'est passé il y a moins de 40 ans. Le massacre de la ruelle Vaillant, il y aura peut-être des élections. Et qu'est-ce qui va se passer? Les bandits vont arriver, vont assassiner. Ben, on va avoir le prétexte d'une autre occupation. Haïti, répète-t-on dans les chancelleries, est une nuisance publique. Les Haïtiens ne sont pas capables de se diriger. Nous devons les occuper pour éviter que le mal ne se répande. Entre-temps, est-ce que la situation économique du pays s'est améliorée? Nullement. Nullement. Les gens ont de plus en plus faim, les gens dépendent, et vous allez comprendre ma transition, les gens dépendent de plus en plus de la manne des Haïtiens qui vivent en terre étrangère. Si vous êtes intelligent, et vous l'êtes, vous voyez ma transition. Le pays est asphyxié. Le monopole du transport aérien est accordé à une famille qui a des liens proches avec le Premier ministre. Et cette famille-là s'en met plein les poches avec des prix de billets d'avion fous. Hein, oui, vous me direz, ah ouais, mais vous savez, le prix de billet est évalué en fonction des risques. Foutaise que tout cela. Il n'y a jamais eu de radar dans nos aéroports. Les prix n'ont jamais été aussi fous. On a fermé nos aéroports pour accorder le monopole à une famille qui s'en met plein les poches. Et comme par hasard, cette famille a des liens de proximité avec les dirigeants. Grosse victime, c'est vous, la population civile. Mes amis qui sont rendus à Troyes dernièrement en Haïti, ils n'y sont pas allés pour la plage, là. Les gens ne vont plus en Haïti pour la plage. Ils y sont allés par nécessité, mais bilan, $6,000 seulement pour un billet. Est-ce que c'est sérieux? Non. On est à 6-8 heures de vol de l'Europe. Je paye moins cher que ça. On est à 10-12 heures de l'Afrique, dépendamment du pays en Afrique où on s'en va, on paye moins cher que cela. Donc pourquoi? Cela enrichit quelqu'un. On appelle ça justement le capitalisme du désastre. Le désastre haïtien enrichit certains capitalistes, ici les gens de la Sunrise, qui ont des liens de proximité avec Alix Didier Fils-Aimé. Entre-temps, vous avez des dirigeants. Ils sont reçus à la Maison-Blanche, ils sont reçus par les ambassadeurs. Et la communauté internationale est apaisée en disant, écoutez, on a demandé des élections, il y a un calendrier électoral. Et en parlant d'élections, avant ma transition vers la diaspora, avez-vous déjà entendu parler de certain Michel Martelly? Ah oui, tenez. Vous avez entendu parler de Michel? Ce même Michel-là, il me semble qu'il est sanctionné par les États-Unis d'Amérique. Ce même Michel Martelly, il est sanctionné par les Nations Unies. Ce même Michel Martelly, il est sanctionné par l'Union européenne, par le Canada. Pour quel motif? Parce qu'il subventionne les gangs armés, parce qu'il est trempé dans la corruption. Waouh! Un sanctionné
D'ailleurs, si les citoyens américains n'est pas censé être sanctionné par l'État américain, on le poursuit tout court. Mais un sanctionné en général ne peut pas quitter le territoire américain ou y revenir. Exemple, Laurent Lamotte. Mais Michel Martelly, le sanctionné, a quitté le territoire américain, il y est retourné, et comme par hasard, pendant la même petite semaine, le Nouvelliste, qui est un journal très proche des Américains, le Nouvelliste, le seul quotidien haïtien, c'est un journal dont on peut tout dire, sauf un journal nationaliste. C'est un journal qui mange dans les mains des diplomates, qui mange dans les mains de l'ambassadeur américain, de l'ambassadeur canadien. Pour quelle raison? Parce que les gens qui écrivent dans le journal Le Nouvelliste ont peur de perdre leur visa parce que leurs enfants étudient aux États-Unis. On va se dire les vraies choses. Donc, c'est un journal très proche de l'ambassade américaine. Eh bien, ce Nouvelliste, avec son associé, la Radio Magique 9, eh bien, ils ont accordé une entrevue au chargé d'affaires américain, le très exécrable chargé d'affaires américain. Lorsqu'on lui a posé la question, mais est-ce que les sanctionnés peuvent participer aux élections? Et on lui a clairement posé la question sur Michel Martelly. Il a dit, écoutez, moi, dans mon pays, les États-Unis, on perd les droits fondamentaux seulement lorsqu'on est condamné par un tribunal. Traduction, Michel Martelly pourra participer aux élections. Le même État américain, le même département d'État qui sanctionne Michel Martelly, et un chargé d'affaires est employé par le département d'État. Vous avez le département d'État qui sanctionne Michel Martelly, mais vous avez le chargé d'affaires du département d'État, donc des États-Unis, à Port-au-Prince, qui dit non. En substance, Michel Martelly peut participer à des élections. Vous avez déjà tous les ingrédients pour des élections, pour une mascarade électorale qui sera entachée par le sang. Ça rappelle le massacre de la Ruelle Vaillant, et qui sera aussi entachée par des fraudes. On est en train de tout mettre en place pour une occupation physique d'Haïti. D'autant que Donald Trump est en train de se casser les dents en Iran. Il pensait qu'il allait pouvoir faire une guerre de 4 jours, mais les États-Unis, je vous l'avais dit, ne peuvent pas gagner une guerre en Iran. Ils ne peuvent pas. Ils sont en train de perdre. Ce matin, je lisais les journaux internationaux. Maintenant, l'Iran a dit aux États-Unis, on ouvrira le détroit d'Ormuz que lorsque vous aurez satisfait à toutes nos conditions. Donald Trump manque de missiles. Les États-Unis vont être en pénurie de missiles pour les 2 prochaines années. Car pour en fabriquer des missiles patriotes, ça prend 2 ans. Voilà pourquoi les États-Unis ne peuvent pas aider l'Ukraine. Ils n'ont pas les moyens. Et donc, Donald Trump aura besoin d'une bonne nouvelle à l'approche des élections de mi-mandat du mois de novembre. C'est comme ça que vous devez lire, chers amis, la politique là. Ne pensez pas que parce que Haïti est une île, Haïti doit être isolé. Non, l'isolement d'Haïti, il est chorégraphié. Donc, Donald Trump aura besoin d'une bonne nouvelle, d'une nouvelle de sauveur, puisqu'il est en train de perdre en Iran. Je vous rappelle quelque chose. Avant la guerre en Iran, on parlait des dossiers Epstein, des dossiers Epstein, des dossiers Epstein. Depuis la guerre en Iran, on oublie Epstein. Maintenant, on a la guerre en Iran, la guerre en Iran, la guerre en Iran. Sauf que la guerre en Iran ne fait pas l'affaire de Donald Trump. Pour vous faire oublier la guerre en Iran, il va, à l'approche des élections de mi-mandat, il va avoir besoin d'une grosse nouvelle pour splitting the news, comme on dit en anglais. C'est-à-dire, il aura besoin, lui, de diviser les nouvelles pour qu'on ne parle plus d'Iran. Il a essayé quelque chose au Venezuela. Il est allé au Venezuela, il a arrêté un chef d'État pour rien. Et là, c'est les États-Unis d'Amérique qui dirigent le Venezuela. L'argent du pétrole vénézuélien va dans les coffres du département d'État, et
les grands journaux américains vous disent que c'est effectivement Marco Rubio qui dirige le Venezuela. Waouh! Donald Trump va avoir besoin d'une grosse et bonne nouvelle pour faire oublier son flop en Iran. Didier n'aura pas le choix que de nous conduire à des élections. C'est ce qu'il promet, c'est ce pourquoi il est là. Des élections qui seront soldées par un massacre. Et là, quelques heures plus tard, les Américains vont être en Haïti et ils vont nous contrôler. Nous sommes en train de faire la démonstration, comme en 1915, que nous sommes une nuisance publique. Nos élites politiques, j'allais dire nous, mais pas moi, pas vous sûrement, les élites politiques sont en train de faire la démonstration qu'elles sont incapables de diriger Haïti. Quand vous avez eu un gouverneur de banque à la tête d'un pays, un président du Sénat à la tête d'un pays, un ancien sénateur à la tête d'un pays, un ancien juge à la tête d'un pays, un ancien ministre, 2 fois plutôt qu'une, en la personne de Leslie Voltaire, à la tête d'un pays pendant 2 ans, et qui n'ont rien fait. Quand vous avez aujourd'hui un homme d'affaires qui n'a rien fait, quand vous avez un médecin qui a déjà été ministre en la personne d'Ariel Henry qui n'a rien fait, quand vous avez eu un Gary Coney qui a déjà été premier ministre et puis gestionnaire des Nations Unies qui n'a rien fait, ils sont en train de vous faire la démonstration par 4 que vous êtes incapable de vous diriger. Et tous les ingrédients sont là pour une occupation en bonne et due forme d'Haïti. Je vous ai dit que Trump a besoin d'une bonne nouvelle pour faire oublier son flop en Iran. Je vous ai dit que l'une des raisons pour lesquelles il n'y a pas de famine en masse en Haïti, c'est parce que les Haïtiens d'Haïti peuvent compter sur la manne des Haïtiens de l'extérieur. Or, voilà que cette manne, vous voyez mes mains, on est en train de couper le tuyau par lequel cette manne arrivait en Haïti. 350 000 Haïtiens ne pourront plus envoyer quoi que ce soit en Haïti. On parle de leurs enfants, on parle de leur mère, on parle de leurs frères. Pour quelle raison? Parce que de 1, ils n'ont pas de permis de travail. De 2, ils n'ont pas de statut. De 3, ils ne peuvent pas conduire. De 4, ils n'auront pas accès à leurs fonds. Et de 5, dans les médias sociaux, à peu près personne ne parle de cette épée de Damoclès. De 5, tous ceux qui sont sans statut désormais en Haïti, enfin aux États-Unis, ont une pénalité de 998 $ américains par jour d'irrégularité. On va arrondir ça. Imaginez, si ça fait 5 jours que vous êtes sans statut aux États-Unis, vous devez 5 fois 1000, ça fait 5 000 $. En 30 jours, vous aurez 30 000 $ de dette. En 3 mois, vous aurez 90 000 $ de dette. Multipliez ça par 6 mois. Vous aurez 180 000 $ de dette. Et vous savez que Donald Trump n'a pas besoin de faire voter une loi, il n'a qu'à passer un décret. Il va sûrement prendre un décret en disant, puisque ces gens-là qui nous doivent de l'argent ne sont pas en mesure de nous rembourser, eh bien ceux qui avaient signé pour eux devront passer à la caisse. Ne soyez pas surpris. Le Canada où je vis depuis 37 ans, là, au Québec où je vis depuis 37 ans, avait fait exactement la même chose en 95. Sous Lucien Bouchard, avant lui, Jacques Parizeau, tous ceux qui avaient parrainer des gens pour les faire venir au Canada, et le parrainage durait 10 ans. Dès lors que la personne que vous avez fait venir devait de l'argent au gouvernement, l'État canadien, l'État québécois en ce cas précis, allait prendre l'argent que ces gens-là que vous avez parrainés, l'État allait chercher cet argent dans votre compte à vous. Vous savez ce qui va se passer? C'est pas pour rien, là. C'est pour ça qu'il faut être intelligent. C'est pas pour rien qu'on vous dit, ah oui, mais ICE a reçu l'instruction de ne pas arrêter les Haïtiens. C'est pas une bonne nouvelle. En vous disant ça, vous allez baisser la garde. Vous allez recommencer à aller à l'église. Vous allez tenter de mener une vie normale, mais ce que vous oubliez, c'est que vous devez 1 000 $ par jour d'irrégularité aux États-Unis.
je suis à peu près sûr que la vaste majorité de ces gens-là, après 30 jours, n'auront pas 30 000 dollars. 1 000 dollars par jour, multiplié par 30 jours, ça fait 30 000 dollars. Mais vous pensez que les États-Unis vont accepter de perdre ces 30 000 dollars? Mais non, ils vont chercher ces 30 000 dollars, ou ces 90 000 dollars, ou ces 160 000 dollars dans les comptes de ceux qui vous avaient fait venir, de ceux qui vous avaient signé une lettre d'invitation, de ceux qui vous avaient fait venir dans le programme de Biden, etc. Ces gens-là, ils ont une maison. Pour éviter qu'ils ne se fassent saisir, qu'est-ce qu'ils vont devoir faire selon vous? Je vous le donne en 1000. Ça s'appelle la délation. Si vous avez signé pour faire venir un cousin, pour faire venir un frère, qui aujourd'hui ne s'auto-déporte pas et qui après 60 jours doit 60 000 dollars, vous allez tout de suite comprendre, à un moment donné, l'État américain va venir chercher cet argent dans vos comptes. Vous allez tout de suite appeler ICE pour dire, mon frère, là, il se cache dans tel sous-sol d'église. Mais en plus, ceux qui les cachent, dans un État de droit, il y a un principe qu'on appelle outrage au tribunal. Dès lors que j'avais lu l'arrêt de la Cour suprême, je vous avais dit qu'il n'y a rien à faire, il ne faut pas écouter des avocats véreux qui sont motivés par l'argent, en vous disant qu'il y a une petite chance, foutaise. Dans un État de droit, il y a un ordre dans le pouvoir, dans l'ordre étatique. C'est la justice qui tranche quand il y a conflit entre les divers pouvoirs. Et dans le pouvoir judiciaire, il y a plusieurs niveaux, pas vrai? Il y a la cour de première instance, il y a la cour d'appel, mais quand c'est rendu à la Cour suprême, tout le monde doit s'y conformer. Mais dites-moi, comment la jugerait-ce? Moi, j'ai entendu ces bêtises-là, j'ai dit, putain, est-ce que ces gens-là ont fait le droit? Est-ce qu'ils ont jamais suivi un cours de droit constitutionnel? La juge Reyes, qui est un juge de première instance, comment pourrait-elle overrule, comme ils disent en anglais, comment pourrait-elle, elle, renverser un arrêt de la Cour suprême? Mais dans quel monde on vit, là? Mais en plus, là, les gens qui continuent de vous dire « cachez-vous, ne vous déportez pas », moi, ça me brise le cœur. C'est un jugement cruel. Je vous le disais il y a un mois. Mais dans un État de droit, vous n'incitez pas les gens à violer un arrêt de la Cour suprême. Vous pouvez être accusé d'outrage au tribunal parce que vous manquez de respect à un jugement de cour. Quand vous perdez à la première instance, en première instance, la loi vous permet, l'appel est de droit, si le droit vous le permet, la loi vous permet d'en appeler. Quand vous perdez en cour d'appel, la loi vous permet d'aller à la Cour suprême. Mais vous savez que la Cour suprême, dans des États de tradition anglo-saxonne, n'est jamais obligée de répondre. La Cour suprême peut dire, mais ceci n'est pas d'intérêt national, je ne vais pas y perdre au montant. Mais là, la Cour suprême est intervenue pour dire, l'exécutif a le droit de mettre un terme au statut des Haïtiens, des Syriens, etc. Ça me brise le cœur, mais Douralex, c'est de l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi. Dès lors que la Cour suprême a dit ça, personne ne doit vous dire « Ah, cachez-vous ». C'est un outrage au tribunal. Mais ensuite, on peut vous accuser, vous qui dites ça, d'entrave à la justice. Vous incitez les gens à ne pas suivre le droit. Ça me brise le cœur, encore une fois. Mais taisez-vous, mon Dieu. Parce que ces gens-là qui restent, encore une fois, ils choisissent entre la peste et le choléra. S'ils retournent en Haïti, c'est les barbecues, c'est les machins. Mais s'ils restent, ils cumulent une dette de 1 000 $ par jour. Après 60 jours d'irrégularité en Haïti, enfin aux États-Unis, ça leur fera 60 000 $ de dette. Et Donald Trump, qui est un truand, un homme d'affaires qui ne sait que voler, il sera trop content d'aller chercher ces sommes d'argent-là sur le compte de ceux qui ont fait venir ces Haïtiens-là. Et déjà, vous savez que bientôt, pour avoir droit à un visa américain, vous allez devoir déposer en caution 20 000 $. Bientôt, pour avoir droit à la résidence américaine, vous allez devoir déposer en caution 100 000 $. Bientôt, pour avoir droit à la résidence américaine, vous devrez prouver que vous n'avez jamais fait appel à l'aide de l'État, food stamp, welfare, etc.
Nous sommes à la croisée des chemins. Et plutôt que de nous laisser divertir par des gens qui sont motivés par toutes sortes d'intérêts, à nous dire cachez-vous, ne vous rendez pas, etc. C'est vrai que, en apparence, vous montrez de la solidarité, mais vous êtes en train de dire aux gens qu'ils peuvent assumer $1000 de dette par jour. Quand ICE dit nous avons reçu instruction de ne pas arrêter les Haïtiens, c'est de la foutaise parce que on continue d'arrêter les Haïtiens. Mais ICE vous dit ça pour faire baisser la garde, pour que vous pensiez que vous avez un statut. Au fait, si vraiment le gouvernement américain voulait aider les Haïtiens, ce qu'il ferait, il aurait dit, écoutez, je vais accorder un permis de travail de 30 jours aux Haïtiens. Vous êtes toujours sans statut, hélas. Mais lions ça à Haïti. Le portrait en Haïti, il est chaotique, il est cauchemardesque. On perd des territoires, on est asphyxié, le nombre de kidnappings augmente. Entre-temps, la classe politique et la classe d'affaires continuent de faire de l'argent par souci d'exploiter notre malheur, le capitalisme du désastre. Entre-temps, ce qui a permis à Haïti jusqu'à présent de respirer, c'est l'argent que la diaspora injectait par ses voyages, qui nous empêche de faire ce voyage-là. Est-ce que vous suivez ce portrait global? Jusque-là, ce qui a permis aux Haïtiens du dedans de vivre, c'était la manne que les Haïtiens du dehors envoyaient. Là, on vient de priver d'emploi, de statut, de tout ce que vous voulez, 350 000 Haïtiens. On est en train de resserrer les taux pour qu'il y ait un soulèvement sanguinaire qui va justifier une occupation physique d'Haïti. Faites-moi confiance. Il y a des gens au département d'État, des gens autour de Donald Trump qui pensent cette chorégraphie macabre. Ne l'oubliez pas, les pays riches sont toujours des pays pilleurs. Il n'y a pas de pays riches, il n'y a que des pays pilleurs. Il n'y a pas de pays riches, il n'y a que des pays voleurs. Les États-Unis, la France, le Canada, tous ces pays qu'on appelle pays riches, ce sont des pays qui ont fait leur beurre dans le sang des autres peuples. Les Américains ont assassiné combien? 200 millions d'autochtones sur 2 siècles. Quand les Pilgrim Fathers là, sont arrivés en Amérique, mais il y avait des habitants, ils les ont assassinés au nom de Dieu, au nom de la Bible, machin. Que représentent 14 millions d'Haïtiens pour les Américains quand les Américains n'ont jamais caché vouloir le territoire haïtien? Ils peuvent surseoir à cela, mais ils n'y renoncent pas. Et ils sont en train de nous faire la démonstration que nous sommes une nuisance publique, que nous sommes incapables de nous diriger. Maintenant, regardons cette affaire de TPS. Mais après la pause, à tout à l'heure. Bonne nouvelle, toutes les émissions Lumière sur le Monde se trouvent désormais en mode podcast. Cela veut dire que vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations tandis que vous nous écoutez, où que vous soyez, dans votre voiture, à l'épicerie, au travail, en faisant vos courses,
ou à la maison. Toutes les émissions Lumière sur le monde en français et en créole sont en mode podcast. Vous les trouverez sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Index, Google Podcast, Amazon Music, Stitcher et les autres. Nous sommes partout en mode podcast. Il n'en tient qu'à vous. Nouveau, bonne nouvelle, Lumière sur le monde est en podcast. Vous nous l'avez demandé, nous avons le plaisir de vous apprendre que désormais, nos émissions, toutes nos émissions, sont disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, en français, en anglais et en créole. Nous sommes conscients que l'émission Lumière sur le monde est devenue une véritable plateforme familiale autour de laquelle des parents et des enfants se réunissent pour s'informer de ce qui se fait en Haïti, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Pour vous faciliter la vie, nos émissions sont désormais disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, français, créole et anglais. Nous progressons avec vous, nous marchons avec vous de manière à relever nos communautés et nos peuples. Nouveau, toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en français, en anglais et en créole. Eh bien voilà, avant la pause, on s'était promis de parler de cette fin de TPS, pas vrai? Bon. C'était écrit dans le ciel que la juge Reyes, qui est une juge de première instance, ne pourrait pas overrule, ne pourrait pas renverser. Ça ne se fait pas. Dans un ordre judiciaire, les tribunaux doivent suivre les arrêts des cours supérieurs. C'est le principe du stare decisis, hein? C'est-à-dire, la cour doit être cohérente, le pouvoir judiciaire doit être cohérent. Si un jugement a été mis par une cour de première instance, elle est cassée par une cour d'appel, la cour de première instance ne peut pas revenir avec la même cause et les mêmes plaintifs et renverser ça, non. Ensuite, si un jugement de la cour d'appel est renversé par la Cour suprême, qui est une cour supérieure, mais une cour de première instance ne peut pas renverser ça. Seule la Cour suprême peut renverser son propre jugement. Et c'est le principe même de la cohérence du droit. Stare decisis, restez dans vos décisions. Donc, ceux qui vous disent « Ah ouais, attendons la juge Reyes », et vous voyez que la juge Reyes a attendu jusqu'à la dernière minute avant de rendre sa décision de quelques pages, à savoir qu'elle est obligée de se conformer à la Cour suprême, oui, au jugement de la Cour suprême, dès que vous suivez un cours de droit constitutionnel, mais c'est normal. Et elle dit, puisque la Cour suprême reconnaît au pouvoir exécutif, hein, le principe de la prérogative royale, le pouvoir d'enlever, quand il veut, le statut à ceux à qui il a donné ce statut, oui, il ne faut pas qu'il le fasse selon des principes de discrimination, sur la base de la race, etc. Ceux qui entourent Donald Trump sont assez malins pour ne pas se faire prendre dedans. Eh bien, la Cour suprême a dit, quant à la démonstration que Trump a pris cette décision-là sur la base de principes racistes, vous ne l'avez pas faite, cette démonstration-là. Moi, la question à laquelle je dois répondre, c'est est-ce que l'exécutif a le droit de révoquer le statut? Oui, et c'est réglé. Bon. Maintenant, hélas, nous avons perdu, comme peuple haïtien, la bataille juridique. Nous allons perdre la bataille économique. Avec cette épée de Damoclès de $1000 par jour d'irrégularité, l'équipe de Trump va ruiner ces 350 000 personnes. En sorte que le dilemme entre la peste et le choléra, hélas, si ces gens-là ont cumulé un certain pécule pendant ces dernières années de TPS, la moins mauvaise solution, c'est d'aller chercher cet argent, de le garder et de retourner. Est-ce que ça me réjouit? Non, pas du tout.
Mais ce n'est pas moi qui avais donné le visa aux gens pour entrer aux États-Unis. Donc moi, je ne peux qu'analyser et de dire que c'est triste. Quand un médecin vous annonce que vous êtes atteint d'une maladie incurable, il ne se réjouit pas de cela. Mais c'est son devoir en tant que spécialiste de vous dire, madame, regardez le portrait là. Vous pouvez continuer à prier si vous voulez. Je ne vous empêche pas de prier. Vous pouvez continuer à boire du thé si vous voulez. Vous pouvez continuer à prendre de la tisane si vous voulez. Mais la vérité là, c'est que dans l'état actuel de la connaissance médicale, votre maladie, elle est incurable. Ça veut dire qu'il n'y a pas de médicament pour cette maladie. Malheureusement, nous sommes devant ce qu'on appelle un échec thérapeutique. Et même si ça me brise le cœur, préparez-vous à mourir. Prenez les dispositions qu'il faut pour vos survivants. Et c'est ce qu'il faut dire aux 350 000 de nos frères là. Le portrait, il est sans issue. Vous restez, vous payez $1000 par jour. Et vous n'êtes toujours pas sans statut. Et le gouvernement ne fera pas d'efforts. OK, pourquoi Donald Trump ferait-il une déportation de masse? Pourquoi Donald Trump, dites-moi, enverrait 500 avions militaires ramasser les gens? Trump n'a pas intérêt à le faire. Il vous dit, auto-déportez-vous. Déportez-vous. Vous-même, sinon vous allez me payer $1000 par jour. Et à un moment donné, Trump va dire, trop c'est trop, j'irai chercher cet argent là où il existe. Soit sur votre compte de banque ou soit sur le compte de celui qui vous a fait venir. Ce faisant, c'est autant de familles en Haïti qui n'auront plus accès à de l'argent que les détenteurs du TPS leur envoyaient. Donc, on ferme les taux. Hein? C'est le fameux traitement de choc de Naomi Klein. On est en train de faire du contrôle social pour nous amener vers un résultat. Le résultat que ce pays-là est une nuisance pour les États-Unis d'Amérique, que les Haïtiens ne sont pas en mesure de se diriger. En tout cas, nos élites politiques prouvent par 4 qu'elles n'arrivent pas à diriger ce pays. Bon. Le tableau, il est sombre. C'est pas pour rien que j'arrête pas de vous prendre la métaphore médicale. Mais un pays ne doit pas mourir. C'est tous les jours que des pays meurent. Hein? Il faut arrêter de se dire un pays ne meurt pas. Un pays meurt. Il y a même des territoires qui disparaissent. Il y a des peuples qui ont disparu dans l'histoire. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à faire? Bien sûr qu'il y a quelque chose à faire. Puisque ceux qui nous dirigent ont fait la démonstration de leur incapacité, essayons d'autres dirigeants. Essayons d'autres dirigeants. J'avais proposé il y a 6 ans un modèle d'une transition qui serait gérée par des technocrates. Ça veut dire des gens qui maîtrisent la techné de l'administration publique et qui n'auront pas d'ambition électoraliste. On n'a jamais essayé ça. On n'a jamais essayé ça. On a eu dans la transition du CPT des gens qui n'ont rien foutu, mais qui en plus ont des ambitions électoralistes. Emmanuel Vertiller, celui qui représentait Moïse Jean-Charles, sera candidat. Il a mis sur pied son parti dans le Nord. Une vraie transition doit être gérée par des technocrates qui, eux, n'ont pas d'ambition politique et qui arrivent avec une feuille de route claire. Voici les grands chantiers que nous devons explorer. Chantier numéro 1, résoudre ce foutu problème d'insécurité. On peut le résoudre. Mais l'affaire, c'est que personne n'est intéressé à le résoudre. Personne. Ceux qui sont là font au fait de la gestion du statu quo. Ils gèrent ce qui est déjà là. Ce sont des gérants d'estrade qui sont payés pour ne rien faire. Problème numéro 1, on va résoudre ce problème d'insécurité. Les armes entrent en Haïti, on va s'informer pour savoir par où elles rentrent et on bloque les entrées. C'est facile à dire, mais aussi c'est facile à faire avec un minimum de volonté. On va
mettre sur pied l'infrastructure qu'il faut pour que la justice fonctionne dans ce pays. Le problème numéro 1 d'Haïti en ce moment, c'est l'insécurité, mais le problème numéro 1 permanent d'Haïti, c'est l'impunité. On fait n'importe quoi dans ce pays, on n'est jamais poursuivi. On vole dans ce pays, on n'est jamais inquiété. Mais il faut résoudre ça. Comment on résout ça? C'est en s'assurant que la justice fonctionne. Comment la justice fonctionne? Les juges doivent être bien payés. Comment la justice fonctionne? La police qui est un auxiliaire de la justice doit être bien payée. Comment la justice fonctionne? Eh bien, ceux qui dirigent ce pays doivent être plus faibles que les institutions. Nous devons être, n'est-ce pas, nous devons admettre que tous les hommes, tous les humains, tous les Haïtiens sont justiciables. Et donc, personne n'est au-dessus de la loi. Troisième chantier, il faut faire en sorte que l'économie fonctionne dans ce pays. Pour que l'économie fonctionne, il faut qu'il y ait un minimum de sécurité. Pour que l'économie fonctionne, il faut qu'il y ait un minimum d'infrastructures judiciaires qui marchent. Et on va créer des emplois. Les gens de la diaspora ont les moyens, ils ont le savoir-faire, mais personne ne leur permet de le faire. Regardez, on ne peut même plus se rendre en Haïti. L'aéroport est fermé. Dites-moi pourquoi personne ne vous dit la vérité. L'aéroport est fermé pour rien. C'est tous les jours que des bandits, des dealers de drogue ouvrent le feu dans des pays comme le Mexique, autrefois dans des pays comme la Colombie. C'était tous les jours que le cartel de Medellín faisait sauter des avions. Mais est-ce qu'on n'a jamais fermé l'aéroport de la Colombie? Pas du tout. On résout le problème de ceux qui foutent les bombes et on permet aux autres de continuer de voyager. Pourquoi on garde l'aéroport fermé? Parce que ça enrichit quelques-uns, parce que ça permet à d'autres de prouver que ce pays-là, il est asphyxié. On ne peut pas aller en élection là maintenant. Ce sera un massacre. Ceux qui sont au pouvoir maintenant ne foutent rien. Mais nous n'aurons pas le choix que d'essayer une formule qui marche avec des technocrates, des gens qui aiment Haïti, des gens qui ont déjà résolu leurs problèmes, n'est-ce pas, de leurs problèmes fondamentaux du manger et du boire, et des gens qui n'auront pas d'ambition politique pour se faire élire dans 3-4 ans et qui entrent avec un mandat. Voici les chantiers fondamentaux qu'on doit résoudre. Chantier numéro 1, bang, on règle le problème d'insécurité. La police à elle-même ne suffit pas, non. Mais que de dire que la police ne suffit pas, c'est une chose, mais que de se livrer aux mains de Didier Fils-Aimé, c'est une autre chose. Essayons une autre formule, les amis. Le pays est à la croisée des chemins. Si on ne fait pas quelque chose d'ici aux élections de mi-mandat des États-Unis, Donald Trump va envoyer ses troupes après le flop de l'Irak, enfin de l'Iran, il va envoyer ses troupes, soi-disant pour résoudre le problème de nuisance publique que représente Haïti. Et plus les Haïtiens qu'il veut déporter vont rester, plus il va dire il n'y a rien à faire, il faut résoudre ce problème à la source, il faut occuper Haïti, placer des Américains pour gérer Haïti avec quelques petits fonctionnaires haïtiens. Si on ne veut pas en arriver là, nous n'aurons pas le choix que de nous donner des dirigeants technocrates, des dirigeants qui croient en la justice, des dirigeants qui n'ont pas de squelettes dans le placard des gens d'affaires, qui ne cherchent pas à s'enrichir eux-mêmes pendant leur temps de leadership, des dirigeants qui aiment suffisamment Haïti, des dirigeants non corrompus, mais des dirigeants compétents. Les amis, nous sommes à la croisée des chemins. Tous les signaux sont là, toutes les lumières sont rouges et qui nous indiquent une plus grande catastrophe encore. On a deux choix. Soit de ne rien faire et de laisser la catastrophe nous frapper, soit de prendre le taureau par les cornes et nous dire on ne peut pas utiliser les mêmes formules dans les mêmes circonstances et espérer de nouveaux résultats. Changeons de formule. Confions la direction de ce pays à des technocrates, des gens qui connaissent l'administration publique,
des gens qui aiment Haïti, des gens non corrompus et qui sont animés d'un seul souci: refonder l'État haïtien pour le peuple haïtien. Merci de votre attention. Vive Haïti, vive le peuple haïtien. Et quant à nos 350 000 Haïtiens qui ont bénéficié jusque-là du TPS, je suis sympathique à votre cause, je vous dis bon courage. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. OK? Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et cette affaire de TPS m'envoie à moi le message que le Canada est pour moi une terre d'accueil, mais il sera jamais mon pays, car rien n'empêche le Parlement canadien de voter une loi au terme de laquelle tous ceux qui sont arrivés au Canada depuis moins de 40 ans doivent quitter. Ils peuvent le faire. Le Parlement peut tout faire. Alors, mettons-nous ensemble pour changer notre pays. Vous voyez, cette crise du TPS, ça peut être une opportunité. Quand vous avez 350 000 personnes qui ont vécu à l'étranger, qui savent comment désormais l'État fonctionne, si ces gens-là sont suffisamment conscients, ils peuvent constituer une force de pression pour tirer nos dirigeants vers le haut. Nous devons essayer la formule des technocrates, c'est la seule qu'il nous reste. Technocrates, des gens qui connaissent l'État, des gens qui croient en la justice, qui ne vont pas laisser ce pays perdurer dans l'impunité, des gens qui aiment suffisamment Haïti et qui se disent « ma seule motivation, c'est de faire en sorte qu'Haïti marche pour tous les Haïtiens ». Au revoir les amis, bon courage, bonne semaine. Au revoir.